le katana est l'arme la plus tranchante qui existe. Symbole de pouvoir, d'esprit martial et d'honneur, il représente l'âme du samouraï japonais. Dans une vallée, où d'après la croyance populaire, le dragon grimpe à l'assaut des nuages, un prêtre appelle à la prière du soir. Au Japon, la nature est peuplée d'innombrables esprits et divinités. Nulle part ailleurs, on ne ressent autant leur présence que dans les montagnes de Shimane, berceau de la fabrication du sabre japonais. Nitoho Tatara. C'est le nom du dernier atelier japonais où l'on produit encore, comme il y a 1000 ans, le tamahagane, l'acier spécial utilisé pour la fabrication des sabres japonais. À 69 ans, Akira Kihara est l'un des derniers Murage, ces maîtres fondeurs capables de produire le précieux métal. Chaque hiver, il convoque ici une équipe qui rassemble tous les éléments indispensables pour fondre l'acier japonais. Dans les anciens mythes, le four était symbolisé par un dragon qui crachait le feu, souillait les cours d'eau et détruisait les forêts. Il est vrai que le feu engloutit une quantité incroyable de charbon de bois. En 3 jours, ces fourneaux en absorberont pas moins de 13 tonnes. À cela s'ajoutent les 8 tonnes de sable ferrugineux extrait des montagnes japonaises. À la différence du minerai de fer, ce sable contient moins de phosphore et de soufre, ce qui en fait une matière première idéale pour réaliser un acier qui ne doit ni rouiller ni se briser. Des tubes en bambou gainés d'argile servent à insuffler de l'air dans le fourneau pour alimenter le feu en oxygène. Les trous percés juste au-dessus doivent être régulièrement nettoyés, car c'est le seul moyen de voir ce qui se passe dans le fourneau. À travers ces trous, on aperçoit le lit du feu. Le sable ferrugineux que j'ai versé en haut met environ 1 heure pour s'écouler jusqu'au fourneau et se mêler au charbon de bois. En regardant à travers les interstices du fourneau, on peut voir si le sable se transforme bien en acier tamahagane. Maître Kihara doit s'en remettre à son expérience. Il observe la couleur des flammes et surveille le crépitement du feu. On ne trouve ici aucun outil moderne. Le tatara est comme un être humain. On doit le nourrir de sable et de charbon de bois, puis il digère. Vient alors au monde un bel acier tamahagane. À l'époque médiévale, fondre l'acier était un acte sacré qui ne s'accomplissait qu'après avoir revêtu l'habit blanc des prêtres afin de se concilier la capricieuse déesse du métal, Kanaya-no-shin. De nos jours, Maître Kihara ne porte plus la tenue des prêtres. Pour lui, la déesse n'en est pas moins bien présente. Un petit autel lui est consacré, d'où elle peut observer le travail de la fonderie. Les hommes doivent pelleter à la main près de 21 tonnes de charbon de bois et de sable. Au bout de 3 jours et 3 nuits, les pieds sont endoloris. La poussière de charbon brûle les yeux. Ceux qui ont besoin de faire une pause peuvent aller boire une tasse de thé vert dans la pièce attenante.
Maître Kihara, lui, se passe de thé. Après 50 heures de travail, il maintient la veille sans quitter le feu du regard. Il est 5 heures au matin du 3e jour, lorsque Kihara décide que le moment est venu de vider le creuset. À l'intérieur du fourneau, la température atteint 1500 degrés. La chaleur est à peine tenable. Armés de grandes pinces en bois, les hommes se mesurent à une gangue de charbon hérissée de flammes et libèrent la matière contenue dans le ventre du tatara. Le noyau d'acier chauffé à blanc, le tamahagane. Louée soit la déesse, tout s'est bien passé. Après 70 heures au milieu de la fournaise et de la poussière de charbon de bois, les hommes sont heureux de boire une gorgée de saké. Mais le travail n'est pas terminé. Oui, j'ai vu le bloc, c'est un bel acier. Je suis soulagé, je suis vraiment content. Au lever du jour, les hommes découvrent ce que la déesse leur a accordé. Un noyau d'acier de 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Il aura fallu près de 23 tonnes de sable et de charbon de bois pour fondre ce bloc de 3 tonnes. C'est parce que la fabrication du tamahagane requiert autant de temps et de matériaux qu'il est pratiquement 200 fois plus cher que l'acier courant. Les spécialistes reconnaissent sa qualité à sa couleur. Seul l'acier situé en périphérie du bloc pourra servir à la fabrication des sabres, du fait de sa plus forte oxydation. Il s'agira maintenant de débiter cette matière et de la répartir entre les différents forgerons. C'est comme si l'un de mes propres enfants venait de naître. Je suis heureux d'avoir créé un acier de cette qualité. J'ai l'impression de voir le visage de mon fils. Dans le Japon ancien, le katana, sabre des samouraïs, n'était pas simplement une arme. C'était également un symbole de statut social. Un seigneur pouvait intégrer à la puissante caste des guerriers un soldat qui l'avait bien servi. C'est à cette occasion qu'il lui remettait le katana. En tant que samouraï, il se devait alors de défendre en toute heure et contre tous les ennemis l'honneur et la quiétude de son maître, au risque d'y perdre la vie. À partir du moment où il lui avait été remis, le sabre ne quittait plus son propriétaire. Il incarnait aux yeux du samouraï un pouvoir presque spirituel, qui était censé le protéger des attaques et des épreuves jusqu'à la fin de ses jours. Avant de forger un sabre, il convient de se purifier l'esprit. C'est pourquoi Sadatoshi Gasan commence sa journée en faisant une prière. Ses ancêtres déjà étaient des bouddhistes très pratiquants, qui faisaient l'ascension du mont Gasan pour aller prier avant de débuter leur journée de travail.
Ce sabre court a été forgé par mes ancêtres il y a 500 ans. On reconnaît sur la lame un motif qui est la marque de fabrique de notre famille. Cette technique est parvenue jusqu'à moi et j'estime que c'est mon devoir de la transmettre à mon fils afin qu'elle ne disparaisse pas. Ce jour-là, il reçoit un paquet qu'il attendait depuis longtemps. Il contient le tamahagane de Maître Kihara. Maître Gassan recommande à son premier assistant et à son fils d'en prendre bien soin. Il ne faut pas en perdre un gramme. Après plusieurs semaines d'attente, le travail du forgeron peut enfin commencer. Il s'agit tout d'abord de chauffer le tamahagane, puis de le marteler pour le débiter en petits morceaux. Une tâche qui nécessitera plusieurs heures de travail. On brise ces morceaux d'acier tamahagane en petits morceaux. On les regarde sur la tranche et on les trie en fonction de leur teneur en carbone. On réunit alors le tout en un bloc qu'on chauffe sur un feu de charbon de bois. Les gaufrettes de tamahagane sont ensuite empilées sur une plaque d'acier et recouvertes de papier de riz. Durant toute l'opération de forge, ce bloc sera constamment aspergé d'eau argileuse et de cendres. Cette méthode permet d'éviter les inclusions d'oxygène à la surface du métal, ce qui pourrait plus tard faire rouiller la lame. Le martelage régulier a pour effet de répartir de façon homogène le carbone dans l'acier, tout en chassant les bulles d'air et les impuretés. Une importante quantité de matière est ainsi perdue. La lame terminée peut peser jusqu'à 700 grammes de moins que le poids initial d'acier brut. Ils ont été éliminés à coups de marteau. Pour être sûr de faire sortir les impuretés logées dans la masse du métal, il faut étirer et plier le bloc d'acier avant de reprendre le martelage. Cette opération longue mais indispensable doit être reproduite une bonne quinzaine de fois et peut durer une bonne semaine. Chaque pliage multiplie le nombre des couches de métal et le bloc atteint au final entre 1000 et 33 000 couches, chacune ne dépassant pas 1 millième de millimètre d'épaisseur. Ce feuilletage sera visible dans les dessins qui apparaîtront à la surface de la lame après polissage, formant en quelque sorte la signature du forgeron. Mais le sabre des samouraïs n'est pas seulement réputé pour être un bel objet. Son tranchant en fait une arme redoutable. Dans les mains d'un maître de sabre, le katana peut trancher d'un coup les cibles les plus tendres, mais aussi les plus dures. Pour obtenir une lame tranchante, il faut un acier très dur.
L'ennui, c'est que ce métal se brise facilement. Alors, les maîtres forgerons japonais ont mis au point une lame composite formée d'une enveloppe en acier très dur et d'un noyau central en acier plus souple. La souplesse du bambou, mais le fil d'une lame de rasoir. Il est 6 heures du matin. Takemi, l'assistant du maître forgeron, part travailler. Ils sont 4 jeunes gens à vivre et travailler sur la propriété de maître Gassan. Depuis qu'il est enfant, Takemi a décidé de devenir forgeron. Après 6 années d'apprentissage, il est devenu premier assistant. Il est la seule personne tolérée aux côtés du maître durant la mise en forme de la lame. Un travail harassant qui exige beaucoup de pratique. C'est le maître lui-même qui achève d'étirer le bloc d'acier. Jour après jour, Gassan martèle la barre d'acier. Lentement, la lame commence à prendre forme. Deux semaines ont passé. C'est le moment de l'opération suivante, la trempe, qui achèvera de durcir la lame. Pour cela, Gassan applique un mélange d'argile, de poudre de pierre ponce et de cendre. Je recouvre la lame avec de l'argile noire pour donner au tranchant de la lame une ligne de trempe qu'on appelle le hamon. Cette argile est mélangée avec de la poudre de charbon de bois. C'est une étape importante et chaque artisan a sa propre façon de procéder. Pour tirer tout le parti de cette opération, la couche d'argile est appliquée en couches plus ou moins épaisses selon les endroits de la lame. Cela permet de conserver un maximum de flexibilité au dos de la lame, tout en garantissant une bonne dureté au tranchant. Après 3 semaines de travail de forge, le moment est enfin venu de conférer une âme à ce sabre. Maître Gassan observe avec soin les variations de couleur au niveau de la lame. Il faut maintenant la chauffer de façon uniforme à 800 degrés. La chauffer trop pourrait endommager la gaine d'argile. La chauffer trop peu risquerait de nuire à son durcissement. Quand la lame prend la couleur du soleil levant, c'est l'instant magique où Maître Gassan va doter le sabre d'une âme. Le refroidissement brutal dans un bain d'eau modifie la structure cristalline de l'acier et accentue la courbe caractéristique de la lame. L'opération semble avoir bien réussi. Un premier polissage permet de faire apparaître le hamon, la ligne de trempage de la lame.
J'ai donné à la lame sa forme et je l'ai trempée, mais tant qu'elle ne sera pas polie, je ne serai pas tranquille. Avant d'envoyer le katana à Tokyo chez le polisseur, Maître Gassan doit encore signer la lame. Chaque pièce porte le poinçon de son fabricant. Sur la lame, au niveau de la poignée, il grave l'inscription « Forgé à Nara par Sadatoshi Gassan ». Ces signatures sont très appréciées des amateurs de sabre et traversent les siècles sans être effacées. On préfère la voir rouillée plutôt que de toucher à la marque d'un artisan. Gassan sculptera un dragon ondulant sur le dos de la lame. C'est l'emblème de sa famille. Seuls les samouraïs étaient autorisés à porter 2 armes, signe tangible d'une autorité que personne ne songeait à contester. Seule la mort pouvait séparer un samouraï de ses sabres. Outre le sabre long, katana, il portait également une arme plus courte, le wakizashi. Où qu'il aille, ces 2 armes l'accompagnaient. Même la nuit, dans sa maison, il les gardait à portée de main pour être toujours prêt à combattre. L'époque moderne ne laissa aucune place aux samouraïs, qui durent déposer leurs sabres il y a 250 ans. C'est l'empereur lui-même qui en prit la décision, désireux de créer une société moderne sur le modèle européen. Les samouraïs obéirent et s'intégrèrent à l'administration. Aujourd'hui encore, ils contrôlent en coulisses la politique et le milieu des affaires japonais. La disparition des samouraïs entraîna une grave crise parmi les fabricants de sabres. Seuls les meilleurs artisans purent subsister. Parmi eux figure la célèbre famille Onami de Tokyo. À 58 ans, Koshu Onami représente la 14e génération de polisseurs de lames. Son art consiste à choisir les pierres à aiguiser les mieux appropriées à chaque katana. Pour cela, il faut posséder une excellente connaissance de l'histoire et de la tradition des familles de polisseurs, mais aussi une grande expérience. Il faut un regard exercé pour pouvoir apprécier les qualités cachées d'une lame sous la surface de l'acier. Il y a quelques jours, Maître Onami a reçu le sabre forgé par Maître Gassan. Il entreprend maintenant, au cours d'un premier polissage, de lui donner sa forme définitive. Un travail qui l'occupera jusqu'au soir. Pour quiconque souhaite s'initier à l'art du polissage, la première chose est d'apprendre à s'asseoir correctement. Voici la position assise traditionnelle pour la première phase de polissage. Quand on affûte une lame, on exerce une pression assez forte sur la pierre et il ne faut pas qu'elle bouge. Dans cette position, on peut immobiliser la pierre avec tout le poids de son corps. Il faut bien une année avant de s'y habituer. Jour après jour, le maître travaille la lame avec une sélection de pierres à aiguiser à grains décroissants, en granit, grès ou calcaire.
En 10 jours, il utilisera 7 pierres différentes. Le 11e sera consacré à la dernière, nommée Jitsuya. Cette pierre provient des montagnes proches de Kyoto et s'utilise sous forme de fragments de la taille d'un grain de riz. Onami s'en sert pour révéler le grain de l'acier. Cette opération lui prendra toute une journée. Et elle n'est pas sans risque, car la lame est déjà aussi tranchée qu'un rasoir. La lame d'un sabre est vraiment tranchante. Dans ma jeunesse, je me suis souvent blessé. Alors quand nous travaillons, nous sommes toujours nerveux et nous devons faire preuve d'une grande concentration. Avec l'arrivée des Portugais au XVIe siècle, le Japon découvrait une arme nouvelle. L'arquebuse fit rapidement la preuve de son efficacité militaire. Désormais, ce n'étaient plus des hommes d'élite, mais de simples soldats armés de fusils qui gagnaient les batailles. Pourtant, les samouraïs restèrent fidèles à leur équipement traditionnel. Le sabre représentait toutes les valeurs en lesquelles ils se reconnaissaient. La loyauté, l'inflexibilité, le courage et l'esprit martial. Le sabre incarnait le sens de l'honneur. Et lorsqu'un samouraï dégainait son arme, c'était dans l'intention de tuer. La Katori Shinto Ryu est l'une des plus anciennes écoles d'arts martiaux japonaises. Aujourd'hui encore, on y pratique le sabre comme au XVe siècle. L'enseignement est dirigé par Maître Otake, 82 ans. Dans un combat, il ne faut pas être en face, mais dos à la lumière. Sinon, on risque d'être gêné par les rayons du soleil ou la lueur de la lune. Le point faible d'une armure se situe au niveau de l'aisselle. C'est là qu'il faut attaquer. Je recule pour esquiver et je contre-attaque. Il faut toucher les parties internes du bras ou de la jambe, car c'est comme ça qu'on atteint les veines de l'adversaire. C'est comme le frapper au cœur. Attaquer l'extérieur des membres est moins efficace, car les veines sont moins accessibles. Alors que là, le coup est fatal. C'est là qu'il faut attaquer. Je l'attaque par le bas, esquive sur la droite et j'attaque vers le haut. Beaucoup de katanas ont des entailles sur le dos de la lame à cause des coups qu'ils ont servi à parer. Quand on part comme ça ou comme ça, le dos de la lame reçoit des coups violents du tranchant de la lame adverse. En revanche, si j'esquive en me déplaçant sur la gauche, je peux parer le coup avec le revers de ma lame. Revers contre revers. Il faut toujours essayer de protéger sa lame du tranchant adverse. C'est à force de répéter inlassablement les mêmes exercices que le corps finit par s'en souvenir. Il faut arriver à faire ces mouvements automatiquement, en pensant à ce qu'on va faire le lendemain. Cela demande une pratique intensive, et pour y parvenir, cela prend de nombreuses années. Non loin de l'école Katori se trouve le temple du même nom, le 3e sanctuaire shinto le plus sacré du pays. Édifié en l'honneur du dieu Kutsunushi Mikoto, ce fut pendant plusieurs siècles un lieu de pèlerinage important pour de nombreux guerriers en quête de soutien avant le combat ou recherchant l'éveil dans les arts martiaux.
Maître Take s'y rend lui aussi à l'occasion pour témoigner son respect à la divinité et demander la protection de ses élèves. Après la prière, Maître Take va également se recueillir sur une tombe discrète située à proximité du sanctuaire de Katori. Ici repose Iizasa Shoizai Ienao, le fondateur de son école. On dit qu'il est venu ici à l'âge de 60 ans pour méditer pendant 3 années sous un arbre et pratiquer les arts de combat. D'après la légende, le fondateur de notre école a été visité par un jeune dieu assis sous un prunier qui lui aurait confié un volume du traité divin de la stratégie martiale. C'est la raison pour laquelle il a fait précéder le nom de son école, Katori Shinto Ryu, par le terme Tanshin Shoden, qui indique l'origine divine de son enseignement. De nos jours, les arts martiaux sont basés sur la compétition. Mais c'est contraire à l'éthique de la voie du sabre. Il faut cultiver la modestie. Bien sûr, il faut être fort, avoir l'esprit combatif d'un guerrier. Mais on doit maîtriser sa force, sinon on devient violent. Il faut donc faire preuve de modestie et être respectueux envers l'autre. Une entreprise d'électronique à Osaka. La réceptionniste appartient à une ancienne famille de samouraïs. Son nom est Midori Tanaka. Son père, Fumon Tanaka, est un maître de sabre renommé à Osaka. Maître Tanaka a consacré sa vie à l'étude des samouraïs et de leurs techniques de combat. Je pense que beaucoup de Japonais portent au fond d'eux-mêmes les valeurs du Bushido, l'éthique des samouraïs. Mais pour vivre dans la société moderne, ils se sont américanisés, ils sont devenus matérialistes. Ils ont une belle voiture, une belle maison. Mais au Japon, il reste encore quelque part les valeurs du Bushido, pour qui c'est l'honneur qui compte avant tout. On se donne corps et âme à chaque instant. C'est ça, l'éthique du samouraï. Cinq fois par semaine, après le travail, Midori s'exerce pendant plusieurs heures. La première fois qu'elle a tenu un sabre, elle avait 9 ans. Aujourd'hui, à 28 ans, elle a le rang de professeur. Hommes, femmes et enfants, Maître Tanaka accueille tous ceux qui ont envie de découvrir l'esprit martial des samouraïs. Le fait que sa fille poursuive cette tradition le comble de fierté. Je n'ai qu'une fille. C'est elle qui a décidé de s'initier à l'art du sabre et de prendre la relève. J'en suis très heureux. Si elle n'avait pas voulu prendre ma suite, j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre pour transmettre cette tradition. De nos jours, les femmes sont mieux considérées. Le fait que ce soit une femme qui assure la relève n'est donc pas un problème. Midori est déjà suffisamment experte dans le maniement du sabre pour que son père l'autorise à pratiquer Sundome, c'est-à-dire lame au clair. Le moindre faux mouvement pourrait avoir de graves conséquences.
Ne plus avoir peur, c'est ça le but des arts martiaux. Se battre sans avoir peur de mourir. Se concentrer sur le combat, l'esprit libre. On atteint ainsi le stade Mushin, qui est l'un des objectifs des arts martiaux. Le lendemain, le grand maître Tanaka convoque ses élèves pour une démonstration très spéciale. Il va arrêter une flèche au vol et la couper en deux. Une technique à haut risque réservée à ceux qui ont atteint le stade Mushin, un état où le maître ignore la peur et ne fait plus qu'un avec son sabre. Il a brisé la flèche. Pourtant, Maître Tanaka n'est pas satisfait. Il veut tenter une nouvelle fois de frapper la flèche en plein centre. L'esprit guerrier des samouraïs fut marqué au fil de l'histoire par de longues et sanglantes batailles, au cours desquelles les princes se disputèrent la domination sur le Japon à partir du XVe siècle. La voie du samouraï, c'est la mort, peut-on lire dans les écrits d'un samouraï du XVIIe siècle. Seul celui qui méprise la mort et la regarde en face peut servir son maître. On attendait d'un samouraï qu'il ne recule jamais devant l'affrontement. Pas même lorsque le combat était perdu d'avance. Combattre sans honneur était pire que la mort. Celui qui rentrait avec la vie sauve risquait de devoir assumer la responsabilité de la défaite de ses camarades. D'après la voix du sabre, il n'existait alors qu'une seule façon de racheter son honneur. Sous le contrôle de son seigneur, il devait sauter lui-même la vie. Une fois que le samouraï avait fait la preuve de son courage et qu'il risquait de s'évanouir, le seigneur faisait signe à un maître d'armes de mettre fin à ses souffrances. Sept siècles de culture martiale dominée par les samouraïs ont laissé des traces dans le Japon moderne. Le principe de loyauté et le sens de l'honneur restent très présents dans la société d'aujourd'hui. Le suicide est encore accepté lorsqu'il s'agit d'effacer une faute personnelle ou de laver l'honneur de l'entreprise. Avec précaution, le polisseur tamponne la lame avec un mélange d'huile et d'oxyde de fer. Il la protégera de la rouille et mettra en valeur le contraste entre le grain de l'acier et le poli du tranchant. Enfin, le moment est venu de procéder au polissage du yokote, une arête qui sépare la pointe du reste de la lame.
La pointe du sabre, c'est comme le visage pour un être humain. Tout comme une femme se maquille en dernier, on finit le polissage par la pointe de la lame. Il y a 3 mois, Maître Ghassan commençait à forger la lame. Aujourd'hui, Maître Nami lui a dit qu'il pouvait se mettre en chemin. Le sabre est terminé. Maître Ghassan forge une dizaine de sabres par an. Et parfois, il lui arrive de réussir une lame qui éclipse toutes les autres. Son polisseur, avec qui il travaille depuis de nombreuses années, se montre lui aussi très satisfait. Les gravures, commente-t-il, sont un parfait exemple de la tradition Ghassan. Un sourire trahissant la modestie du maître l'empêche d'exprimer tout haut. Sa fierté de contempler l'élégante ligne de trempe à l'acier laiteux et légèrement bombé, le dos de la lame finement sablé, et ce dragon bondissant, une véritable splendeur. Je me suis donné beaucoup de mal pour forger ce sabre, et je trouve son travail de finition formidable. Il met en valeur les spécificités de mon travail. Je suis très satisfait. Un nouveau sabre est sorti de l'atelier de Maître Ghassan. Un chef-d'œuvre devant lequel ses arrière-petits-enfants s'inclineront peut-être plein de respect, et qui, espérons-le, les encouragera à poursuivre la tradition de leurs ancêtres.